Alors, déjà, je voudrais vous faire, plutôt que de rentrer dans des détails scientifiques, c'est pas le but ce matin, parce que dès qu'on parle de cancérologie, on peut aller dans des détails moléculaires et c'est pas le but de la génétique maintenant. J'ai plusieurs messages à faire passer. Déjà, le premier message, c'est que la trisomie 21, ce n'est pas une maladie génétique qui prédispose à faire des cancers. Ça, c'est déjà important parce qu'on entend beaucoup de choses, les leucémies, les cancers dans la trisomie 21. Donc, on n'est pas sur une pathologie de prédisposition au cancer, comme il peut en exister aussi en génétique. Donc, ce qui veut dire, c'est que la probabilité pour une personne qui a une trisomie 21 de développer un cancer dans sa vie, finalement, elle n'est pas supérieure à celle de la population générale. Et ça, c'est important de le souligner. La deuxième chose, c'est que le cancer, en général, non plus, ce n'est pas une maladie qui est génétique et qu'il ne faut pas oublier l'impact important de l'environnement et de l'exposition aux toxiques environnementaux que l'on connaît très bien et au vieillissement des populations. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, qui ont une espérance de vie augmentée, vont se retrouver avec le vieillissement de la population trisomique 21, avec les risques de l'âge, comme on a les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou les cancers du côlon, qui sont des pathologies qui sont liées au vieillissement des populations. Puis après, il y a tout ce qui est exposition des toxiques. Et si les personnes en situation de handicap dans les institutions étaient protégées jusqu'à présent, entre guillemets, à l'exposition au tabac, à l'alcool, aux maladies sexuellement transmissibles, on avait moins de cancers liés à ces toxiques-là. C'est vrai que le prix à payer du vivre avec les autres dans la cité, c'est de se retrouver, bien sûr, évidemment, tenté par fumer, boire. Et ne pas oublier qu'évidemment, c'est pas parce que on serait protégé contre les cancers parce qu'on a une trisomie 21, si on fume et qu'on boit, on a les mêmes risques que monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment le message à faire passer aux jeunes aujourd'hui en termes de prévention. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, il y a eu de nombreuses études, en tout cas ces dernières années, beaucoup plus systématiques pour pouvoir préciser la fréquence des cancers dans la population trisomie 21. Et des études qui ne sont pas... Parce que ces cancers, on a pu penser qu'ils n'étaient pas dépistés, alors qu'il y a des grandes cohortes maintenant françaises et internationales qui, sur des études à long terme de patients, montrent que la fréquence est à peu près superposable à celle de la population générale, mais avec une répartition assez différente. Une fréquence beaucoup plus augmentée de toutes les maladies hématologiques, dont les leucémies, j'y reviendrai. Et les tumeurs solides, c'est-à-dire les cancers, seraient plus rares, notamment les cancers du rein seraient extrêmement rares dans la population des femmes trisomie 21. D'autres cancers qui sont très très rares seraient plus fréquents, alors comme le rétinoblastome par exemple, ou certains cancers cérébraux, mais c'est quand même des cancers qui sont tellement rares dans la population générale que même si la fréquence est augmentée x 10, elle reste super rare et que ça ne justifie pas en tout cas une surveillance spécifique ou même d'inquiéter les familles vis-à-vis de cela. Alors, tout ce qui est leucémie, on en parle beaucoup et ça peut être très inquiétant chez les parents puisqu'on dit que ce sont des pathologies qui concerneraient surtout les enfants. Il est vrai que la leucémie dans la population pédiatrique, c'est quelque chose de très rare et que les patients porteurs de leucémie 21, finalement, n'ont pas plus de risques en général. Simplement que si on prend tous les cancers développés chez les patients porteurs de trisomie 21, dans la population ordinaire, on aura 3/4 de cancer et 1/4 de leucémie. Là, c'est le contraire. Parce qu'il y a certains mécanismes, je vais y revenir assez rapidement, qui vont prédisposer à faire plus facilement des tumeurs hématologiques. Mais peu d'enfants seront confrontés à ces problématiques, heureusement. Et ceux qui développeront des leucémies vont développer un type tout à fait particulier de leucémie qui sont assez spécifiques à la trisomie 21 et qui, plus de 90% des cas, seront résolutifs spontanément. Donc les complications graves liées à la leucémie chez les enfants trisomiques 21 sont quand même rarissimes. Et ça, c'est quand même un message à faire passer pour rassurer les familles. Et il n'y a pas de surveillance particulière hématologique à proposer en pédiatrie. On fait une numération formule sanguine en période néonatale. Et si elle est normale, il n'y a pas besoin de la recontrôler, sauf bien sûr si signe clinique. Donc là encore, c'est la clinique qui prime. Alors pourquoi tant de tumeurs hématologiques? Vous l'avez souligné, Madame London, ce matin, il y a des études avec notamment des gènes comme le gène GATA1, qui sont des gènes qui sont sur le chromosome 21, qui sont un rôle fondamental dans la prolifération et dans la croissance des cellules sanguines, et qui, parce qu'elles sont en 3 exemplaires sur le chromosome 21, vont être dérégulées. Il y a aussi des liens entre le chromosome 21 et les leucémies qui ont déjà été remarqués
dans la population ordinaire, parce que quand il y a des leucémies, ce sont des cellules sanguines qui se mettent à proliférer pour leur propre compte, et on retrouve beaucoup d'anomalies du chromosome 21 dans les leucémies en général. Donc les liens qu'on peut faire dans les deux sens entre leucémie, trisomie 21, comme vous l'avez aussi souligné ce matin à plusieurs reprises, toutes ces connaissances qu'on a, eh bien, elles servent autant pour mieux comprendre, mieux dépister, et sur des pistes thérapeutiques pour mieux traiter les leucémies en général, et mieux comprendre la physiopathologie. Et donc ce qui est cette meilleure compréhension du chromosome 21 et toutes les études fondamentales sont vraiment utiles à tous les patients. En ce qui concerne les cancers solides, je vous l'ai dit, finalement, la fréquence, elle reste très très faible dans la population leucémique et trisomique, et c'est surtout la répartition qui va être différente. On dit que les cancers du sein sont très très rares. N'oublions pas que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent dans la population féminine, et qu'une femme sur 10 sera confrontée par ce problème. Donc c'est pas parce que c'est un cancer qui serait moins fréquent chez les jeunes femmes porteuses de trisomie 21 qu'il faut arrêter de les surveiller. Et on voit malheureusement, que je vous l'ai montré dans une diapositive ce matin, que peu de jeunes femmes ou de femmes vont bénéficier d'un suivi gynécologique. Et on n'en parle pas. Après 50 ans, le médecin traitant ne va pas forcément faire les examens nécessaires, et qu'on va s'en rendre compte, et bien on aura des diagnostics tardifs. Donc le message à faire passer par rapport au risque de cancer, c'est qu'il ne faudrait pas que l'apparente protection apportée par le chromosome 21 vis-à-vis des cancers, qu'il y ait une perte de chance par rapport à un non-suivi de cette population-là, et arriver à des diagnostics tardifs où on va se retrouver avec des prises en charge beaucoup plus compliquées et iatrogènes. Donc là, j'avance aussi. La particularité aussi, on ne peut pas parler de cancer sans parler des traitements qui sont proposés. C'est vrai qu'il y a quelques années, on hésitait toujours à traiter les personnes trisomiques ou en situation de handicap, et qu'on n'aimait pas mettre en place des traitements qui étaient lourds, des traitements chimiotoxiques. Et c'est vrai que les cellules sanguines sont plus fragiles chez les personnes porteuses de trisomie, et que également la sensibilité aux infections, les malformations congénitales qui pouvaient être présentes compliquaient ces traitements cancérologiques, chimiothérapiques qui étaient lourds. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à faire des traitements qui sont de plus en plus sur mesure, qui sont moins chimiotoxiques, d'adapter les doses. Et c'est sûr que la clé de la réussite, c'est d'adapter les doses aux patients, de mieux prendre en charge toutes les malformations et les pathologies, de mieux prévenir les infections intercurrentes. Et surtout, la précocité du traitement va faire que si un dépistage plus tôt, les traitements seront beaucoup moins lourds. Et je voudrais surtout conclure là-dessus. Donc, en conclusion, on n'a pas de recommandations systématiques pour le dépistage, notamment des pathologies hématologiques chez les enfants. Que dans la population adulte, c'est la surveillance de monsieur et madame tout le monde qui doit être proposée, pas plus ni moins, mais surtout pas moins. Voilà. Moi, j'aurais peut-être une remarque ou une question à vous poser. C'est que, bon, l'objectif de cette journée, c'est pour nous, parents, c'est de nous aider à créer finalement des liens entre chaque médecin, chaque spécialité médicale, pour que nos enfants soient enfin bien traités. Donc, comment faire pour que ces liens soient constitués de façon intéressante? Qui peut prendre en charge tout ça? Est-ce que, par exemple, vous, comme vous le faites pour certains, vous l'avez fait déjà, vous avez créé déjà des réseaux. Nous, on est en demande de ça. Vous voyez, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, qui nous ont fait cet immense plaisir de venir nous parler de tout ce qu'on attend. Comment faire maintenant pour rester en lien avec les médecins de ville, les médecins généralistes? C'est ça notre problème aussi, parce que là, on est quand même assez démunis. On se pose toujours la question, chez qui allons-nous aller? À qui faut-il s'adresser? Comment faut-il faire pour engager un processus de diagnostic particulier? Voilà. Comment pouvez-vous nous aider ici sur le CHU à mettre en place tout ça? Alors sur le CHU, il y a déjà plusieurs constats d'échec. C'est que ça a été très difficile au départ quand naïvement
j'ai lu dans les livres tout ce qu'il fallait faire et j'ai essayé de mettre ça en place. Sur l'hôpital, c'est très compliqué. Chez les adultes, de pouvoir trouver des structures d'hospitalisation de jour où on puisse dans la journée voir tous les spécialistes parce que l'hôpital est très cloisonné, très hermétique et qu'il n'y en a pas une culture d'accueil des patients en situation de handicap. Et quand il faut faire des bilans de 2-3 jours, évidemment, on va être plus déstabilisant que ce qu'on va apporter de bénéfices. Ensuite, on est en Midi-Pyrénées, on a une région qui est très vaste et en termes kilométriques. Il y avait des départements qui pouvaient être avec une densité médicale et en population assez faible. Et c'est compliqué de demander à des gens qui viennent à la fois de Perpignan, de Rodez, de Pau, enfin, qui sont à plus de 300 bornes de Toulouse, de venir chaque fois qu'il y a besoin d'une prise en charge. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, ça ne marche pas. Dans la tour d'ivoire du CHU, il faut mettre en place une prise en charge de proximité. Et ça, on commence à y arriver petit à petit avec des réseaux de soins. Mais c'est vrai que plus on s'éloigne de l'hôpital, plus c'est compliqué d'aller trouver des gens qui ont envie de s'impliquer. Mais je dirais que n'importe quel professionnel qui est motivé va pouvoir se former. On a vu des orthophonistes. Voilà. C'est pas la peine d'être dans un centre de référence du langage avec de la motivation. Alors c'est sûr que ça peut marcher que par la revalorisation aussi des actes des médecins qui travaillent dans les maladies rares et qu'on peut pas demander. Et c'est vrai que quand on a un médecin qui prend en charge les patients un peu plus compliqués, il ne faut pas non plus le sursaturer parce que c'est compliqué aussi d'avoir dans sa patientèle que des patients qui prennent beaucoup de temps et qui sont compliqués. Donc ça va se faire petit à petit. Dans le cas des maladies rares, ces réseaux de soins sont en train de se mettre en place petit à petit avec le maillage du territoire. Mais c'est un problème général qu'on a en France avec la désertification médicale. Et donc c'est des maisons de soins, faire déplacer les spécialistes plutôt que faire venir les patients sur Toulouse. On développe par exemple de plus en plus, alors ça se fait avec la neuropédiatrie, l'endocrinopédiatrie, mais de plus en plus de postes d'assistants partagés entre les hôpitaux périphériques, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont pour 2 ans et qui sont à moitié sur Auch, à moitié sur le CHU ou sur d'autres villes, des départements adjacents qui permettent de faire le lien entre la périphérie et l'hôpital. Mais je sais que ça reste extrêmement compliqué. Que le problème, c'est ce qui a été évoqué, c'est le peu de connaissances sur la trisomie 21 que les médecins, lors de leur formation, ont. Et ça, on ne sait pas comment le résoudre. Ça fait 20 ans qu'on le dit, et on ne sait pas comment le résoudre. Je voudrais citer, il y a Saint-Étienne qui a créé la consultation. Il y a une consultation adulte à Lyon dédiée trisomie 21. À Paris, il y en a, contrairement à ce qu'on a dit, il y en a à Necker, mais à bas bruit, c'est une matinée par semaine maintenant, alors qu'avant, il y avait 2 consultations pour adultes et une consultation pour enfants. Et maintenant, avec le problème du dépistage ADN, les médecins ne voudront pas s'engager dans cette pathologie. Donc on a un vrai problème, une vraie course. Parce que, et j'ai moi-même été amenée à donner mon avis sur le dépistage ADN, j'ai écrit aux 3 ministres concernés, médecine, sciences et handicap, pour qu'il y ait de l'argent dédié pour la formation des médecins, l'accompagnement des personnes, l'accompagnement sociétal et l'accompagnement des professionnels. Mais si on ne se bat pas tous ensemble, si on a chacun notre chapelle, avec chacun bien sûr, chacun a ses spécificités, mais pour ce type de choses qui sont à qui s'adresser un médecin compétent qui va faire référence à d'autres médecins pour les différentes pathologies accompagnatrices, on n'y arrivera pas. Et puis surtout, ce qu'il faut enlever de la tête des gens, c'est pas parce qu'on a une trisomie 21 qu'on ne peut pas avoir autre chose. Et dans la tête de beaucoup de médecins, la trisomie 21, c'est, j'aime pas du tout ce terme qu'a pris la Fondation Jérôme Lejeune, maladie de l'intelligence, mais il y a plein d'autres choses, comme on a essayé de le montrer et comme les accompagnants, etc., les médecins ont montré. Donc il y a une vraie bataille à mener au niveau, en haut, au ministère, et ça va passer par une autre pathologie qu'on va prendre en charge via l'autisme ou via autre chose. Mais, moi je fais un appel. Je ne sais pas si on pourrait, à plusieurs associations, fondations, même, sans parler de la fondation, mais faire un texte qui soit signé par plein de gens pour dire on veut dans chaque région un médecin, un centre médical, un accompagnement du début de la vie à la fin de la vie.
Les Italiens le font, les Espagnols le font, les Anglais le font, les Luxembourgeois et les Belges le font. Qu'est-ce qui se passe en France? Et pourtant, nous sommes plein d'associations. Mais nous n'avons pas réussi ça. J'ai rien à rajouter à ça parce que vous avez tout dit. Bon, je voudrais juste rajouter une inquiétude parce que cet été, on a justement reçu un courrier de l'ADAPI du Gers qui nous a fait suivre un courrier de la CPAM qui nous faisait part du fait que dorénavant, le suivi médical des enfants devait être coordonné par le médecin du CESAD, de l'institution. Voilà. Or, sur le Gers, on a un médecin qui vient une demi-journée par semaine, qui est surbooké. Quand je vois le temps que ça me prend d'organiser tout le suivi de mon fils, et après une journée comme celle-ci, je me dis, mince, j'ai loupé plein de trucs, il faut encore que j'en organise d'autres. Je me fais de gros soucis, parce que si je dois tout laisser au médecin du CESAD, qui lui est déjà débordé, mais que va devenir le suivi de nos enfants si on doit le laisser, si on ne peut plus, nous parents, organiser le suivi de nos enfants. Et si on n'a pas des médecins généralistes locaux référents, ça ne va pas marcher. Parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas, nous, suivre tous les patients et avec toute la volonté du monde. C'est impossible de bien le faire au quotidien parce qu'on est trop loin des gens. Mais justement, pourquoi la CPAM, d'un coup, nous oblige à passer par un médecin d'institution pour maîtriser les indications, etc. C'est le budget, oui. Ouais. Sauf qu'avec les restrictions budgétaires... Encore une fois, une bonne prise en charge permettra de bien vieillir, mais aussi une bonne prise en charge permettra de mieux comprendre les pathologies associées qui sont aussi présentes dans la population générale. C'est ça le message qu'il faut plutôt que mettre... sur la première page des nouvelles du chromosome 21, vous verrez que dans mon édito, j'ai mis quelques mots pour les ministres concernés. Il faut utiliser le système, oui, pas vouloir se lever. Voilà. Oui, dans les maladies associées, je voudrais poser une question. La plupart des pathologies dont on a parlé aujourd'hui, on les découvre quand l'enfant arrive, les maladies, les malformations, etc. Et puis, quand il arrive à 30 ans, comme c'est mon cas, on découvre qu'il peut y avoir aussi des maladies psychiatriques. Alors, personnellement, je suis en train de découvrir l'univers de la psychiatrie. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des particularités dans le couplage de la psychiatrie et de la trisomie? De façon générale, c'est très compliqué pour les personnes adultes en situation de handicap parce qu'on arrive à travailler maintenant, on travaille beaucoup avec l'autisme, avec les pédopsychiatres. Le monde de la psychiatrie, c'est un monde très adulte, hein. C'est un monde qui est hermétique et très sectorisé et vous pouvez être hospitalisé que dans votre endroit de secteur. Et moi, si j'ai des collègues que je connais personnellement à qui je souhaite adresser des patients, je ne peux pas le faire parce que ça ne dépend pas du secteur. Donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et donc là aussi, on est sur des patients qui relèvent tant de la neurologie que de la psychiatrie et pas spécifiquement de l'un ou de l'autre. Et il faut vraiment créer des lieux hybrides de prise en charge et ça reste à créer, oui. Ça a été dit, je crois. Attention aux maladies psychiatriques, mais il peut y avoir des causes qui sont biologiques. Est-ce que ça a été bien regardé? Parce que les causes biologiques dans les maladies psychiatriques, dans la trisomie 21, je ne connais pas, c'est très important avant de parler. Et bien entendu, être sûr qu'il n'y a pas de problème dentaire, voilà. Pas de problème auditif. Oui. Je la première chose à vérifier, c'est comme dans la population générale. L'audition, la vue, la thyroïde, etc. Déjà en première intention. Hein. D'avoir un enfant né avec une trisomie 21 qu'un parent qui a un enfant magnifique, qui a passé le bac, voire fait des études supérieures et qui se retrouvent avec une schizophrénie, ne pouvant plus rien faire et être la torture de leurs parents. Voilà, donc c'est très important, effectivement, les maladies psychiatriques, mais c'est quelque chose... Il faut faire attention, je pense aussi au diagnostic, parce que quand vous avez un jeune ado qui va avoir des troubles du comportement, il va avoir un IRM, il va avoir un neurologue, on va faire un diagnostic, et souvent dans la trisomie 21 ou dans le handicap, on va dire, ah ben non, c'est parce qu'il est autiste, c'est parce que machin et tout ça. Et donc souvent on arrive assez rapidement à la fin, avec le traitement... médicamenteux, et on va arriver des jeunes parce qu'il y a eu
un problème. Alors quand on reprend toute l'histoire, c'est des fois difficile hein, de pouvoir tout décortiquer. Et c'est pour ça que le suivi médical, même si c'est contraignant, il doit être un petit peu systématique. Parce que nous, on nous appelle en urgence. Les parents sont désespérés, ils ne savent plus sur quelle porte frapper. Et c'est compliqué à distance, mais on a des gens qui ont 30 ans, 40 ans. On les a vus il y a peut-être 10 ans en consultation. On a préconisé certains suivis. Mais bon, les rendez-vous médicaux en ville, il faut compter 6 mois pour voir l'ORL, 6 mois pour voir l'ophtalmo. Et petit à petit, tout le monde s'épuise et les choses ne sont plus faites. Et puis après, dans les centres, il y a tout un tas de trucs, de cercles vicieux qui se mettent en route. Et puis on arrive, c'est la crise, ça déborde. Et c'est compliqué après d'arriver à essayer de prendre les gens en charge. Il y a des traitements lourds qui sont mis, de neuroleptiques, anxiolytiques, et qui sont mis des fois par le médecin traitant, alors que c'est quand même le rôle du psychiatre de faire ça. C'est raisonné. Il me semble que dès qu'on commence à mettre 2 ou 3 molécules ensemble, on ne sait plus trop. Voilà. Donc, sur des gens qui sont déjà ralentis, fatigués, qui n'ont pas bien. Je crois qu'il faut vraiment faire attention aussi à... Oui, mais bon, moi je découvre donc la sectorisation, donc, pour commencer. Mais enfin, et puis les psychiatres, on n'a pas tellement le choix puisque c'est le psychiatre du secteur. Et les psychiatres que j'ai eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent, enfin de marchand, il ne faut pas les chercher très loin, il m'avait l'air d'être complètement à côté de la trisomie. Ça avait l'air d'être... je pense qu'il n'y a aucun... Enfin, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait aucune particularité de la trisomie par rapport aux maladies qu'ils ont l'habitude de traiter. Vous avez raison, malheureusement. C'est un constat, mais... Oui, je vais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que dit M. Morin. C'est vrai qu'il semble que les médecins, bien souvent, ne connaissent pas bien le handicap et peut-être en ont peur, entre guillemets. Hein. Et il se trouve que vendredi dernier, on est un certain nombre dans cette salle à avoir assisté à la présentation du démarrage d'un projet de téléodontologie qui est piloté par le CHR de Montpellier. Et le professeur Giraudot qui a fait cette présentation, c'est lui un peu qui est le pilote, et c'est associé à l'UNAPI national, enfin, c'est un peu pour ça qu'on y était. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils ont fait ce constat, effectivement, que les médecins étaient bien souvent ignorants, entre guillemets aussi, hein, de pas mal de handicaps. Et ce qu'il nous a dit, c'est que depuis récemment, le patron du CHR de Montpellier a imposé que tous les étudiants fassent une partie de leur cursus avec en soignant, pour les internes, j'imagine, en soignant donc des personnes en situation de handicap. Donc on a trouvé ça plutôt très bien. Et d'ailleurs, il nous a dit que lui-même, la téléodontologie, il y a plusieurs établissements qui sont partie prenante là-dedans, qui vont faire des vidéos, des cavités buccales, des dents, enfin bon, des personnes handicapées mentales. Et c'est téléchargé ensuite au CHR. Et là, ce sont des étudiants de 6e ou 7e année, je ne sais plus, qui vont faire les premières analyses. Je trouvais que c'était bien. Parce que les solutions sont à trouver localement. Par exemple, si on va en Languedoc-Roussillon, les distances sont beaucoup plus courtes. On n'a pas les mêmes problématiques à Midi-Pyrénées où on a des départements qui sont peu peuplés, la région de Montpellier. Et tout ça va devenir Occitanie. Enfin, où est devenu. Donc, on n'a pas forcément les mêmes problématiques géographiques que vous allez retrouver, c'est sûr, qu'en région parisienne. Donc c'est à mettre en place, mais il faut bien sûr des moyens et revaloriser bien sûr ces consultations pour que plus de jeunes s'y intéressent. Après, ce qui est la formation, les pointeurs de la génétique fait partie du programme des étudiants en médecine. On leur parle de trisomie 21 pendant 1 heure. Suffisant parce que c'est théorique. C'est sûr que c'est pendant leur internat qu'il faut aussi qu'ils soient confrontés à des patients, tout type de patients. Répondre à vous, monsieur. Vous avez parlé de la psychiatrie. Moi, je suis psychiatre à Marchand. Je suis peut-être la seule de la salle. Effectivement, donc il y a quelques années, j'étais psychiatre dans une unité d'admission. Donc effectivement, on ne connaît rien à la trisomie. Donc effectivement, on traitait les patients trisomiques qui arrivaient souvent pour des troubles du comportement en unité aiguë ou bien pour des séjours de rupture parce que ça se passait mal dans la structure, comme les autres patients psychiatriques. Il y a eu ce constat que c'était souvent un échec, donc c'était des patients qui arrivaient en chambre d'isolement, il n'y avait pas de lien avec le médico-social, c'est des patients qui revenaient parce qu'on n'arrivait pas à discuter et il y avait vraiment une rupture entre
le sanitaire et le médico-social. Et il y avait une prise en charge tellement différente que ça marchait ni dans l'un ni dans l'autre. Donc Marchand a créé depuis 2015 une équipe mobile qui s'appelle l'EMIP, qui fait des interventions, enfin qui fait le lien en fait entre Marchand et le médico-social. On est une équipe pluridisciplinaire, on est des psychiatres formés à l'autisme, à la déficience intellectuelle, des éducateurs, des psychologues, des infirmiers. Et on peut être appelé soit dans les secteurs de psychiatrie, soit dans les structures médico-sociales pour donner des préconisations, faire des évaluations, donner des préconisations pour les patients qui sont en situation de crise. Voilà, donc, et non, on s'arrête à la Haute-Garonne. Excusez-moi, pourquoi vous dites excusez-moi, autisme et psychiatrie? Moi, je croyais que c'était un problème de développement. Alors, Autisme et psychiatrie? Vous avez bien dit autisme et psychiatrie. autisme, déficience intellectuelle, Ah bon? on se spécialise là-dedans. Voilà. Mais en fait, on intervient très peu dans les secteurs de psychiatrie, on est surtout dans le médico-social. Je voudrais juste parler aussi d'un projet de l'hôpital Marchand, je fais un peu la publicité aujourd'hui, qui va être mis en place et qu'il s'agit de consultations dédiées pour les patients en situation de handicap. Ce sont des locaux qui sont spécialement aménagés au sein de l'hôpital Marchand, mais qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie, avec un médecin généraliste et des infirmières, et qui pourront recevoir les patients en situation de handicap mental qui sont dyscommunicants et dyscompliants, c'est-à-dire pour lesquels les médecins généralistes ne peuvent pas pratiquer les soins de base. Et donc, il y aura une consultation et un bilan généraliste de base avec des préconisations pour des consultations spécialisées et un suivi par la suite. Alors, c'est pas encore, ça n'a pas démarré. Ça n'a pas démarré. Mais dès que ça démarre, on va communiquer. On va venir communiquer. Nous allons remercier beaucoup Madame Sophie Julien. Et après, on va conclure. Dans la personne adulte, a peut-être des problèmes de vie quotidienne, que ce soit chez les parents, que ce soit dans des institutions, et qu'un des aspects, peut-être, du vieillissement accéléré des problèmes de type psychiatrique, c'est peut-être dû au mode de vie et au regard qu'on a, même s'il a beaucoup progressé, j'en conviens, mais peut-être que si on leur fait plus confiance, si on a moins peur, si on leur offre des vies quasi identiques à leurs frères et sœurs et cousins, peut-être, qu'ils iront mieux, et deux, que le regard qu'ils portent sur eux-mêmes par notre faute sera moindre. Et donc, je voudrais beaucoup, et puisque vous êtes psychiatre, ça serait intéressant de voir s'ils développent des problèmes psychiatriques de la même façon que les autres. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup de travail. Les associations ont fait un travail fantastique avec les institutions, avec les CESAD, avec tout ce que vous voulez. N'empêche que si on les écoute, eh ben, ils veulent peut-être vivre de façon plus autonome parce que c'est ce qu'ils voient avec des copains, c'est ce qu'ils voient à la télévision, c'est ce qu'ils voient. Donc, on a peut-être, au-delà du médical dont on a parlé, de la science, etc., des choses sociétales à repenser avec eux. Pas pour eux, mais avec eux. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une saison 2 d'un colloque scientifique et médical.